Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis. N'est-il pas plus juste de croire que la société camerounaise se renouvelle difficilement? Cela notamment parce que les nominations aux hautes fonctions et les profils qui y sont accolés confinent au maintien aux affaires des mêmes personnes. Et l'opinion n'arrête pas de râler régulièrement, toujours les mêmes. Finalement, sur quelle base se fonde-t-on pour opérer les choix de direction au Cameroun? D'Amadou Ahidjo à Paul Biya, qu'observe-t-on? Pour nous éclairer ce soir, deux invités, le professeur Edmond Bilois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes linguiste. C'est ça. Vous êtes également vice-doyen de la faculté des sciences de l'éducation à l'université de Yaoundé 1. Oui, c'est ça. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de ce sujet. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, le docteur Henri Tedongmo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, chargé de cours à l'université de Yaoundé 1. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Messieurs, d'emblée, première question. Alors, que peut-on dire aujourd'hui à propos des hautes fonctions et des profils qui sont affectés au Cameroun? Professeur Edmond Bilois. Ben, votre question m'embarrasse un tout petit peu parce qu'il y a tellement de hautes fonctions. Ah oui, mais il y en a quelques-unes qui sont plus essentielles. Tout à fait. La Constitution dit que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Oui. Donc vous pouvez imaginer que dans un pays comme le Cameroun, il y a certainement plusieurs ou beaucoup de fonctions. Mais je peux répondre à votre question par oui et par non. Oui, oui, comment? Oui, parce qu'il y a des moments où on a l'impression que les gens qu'on nomme aux hautes fonctions ont le profil recherché. Donc, si je prends un domaine que je connais très bien, l'université, en général, ceux qu'on nomme aux hautes fonctions à l'université, comme doyen, comme vice-doyen, comme chef de département, comme recteur, ont généralement le profil. Je ne dis pas qu'ils ont le meilleur profil, mais je dis qu'ils ont le profil. Donc, dans les domaines généralement techniques, je pense qu'on peut croire qu'on nomme généralement les gens qui ont le profil. Mais au poste politique, ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez, donc on peut nommer un administrateur civil au ministère de l'Agriculture, on peut nommer quelqu'un qui est spécialiste des affaires sociales au ministère de l'Éducation de base, on peut nommer un spécialiste des transports au ministère des enseignements secondaires. Beaucoup de ces gens, techniquement, n'ont pas le profil, mais ce sont des nominations politiques. Mais il faut dire que ça ne se fait pas comme ça ailleurs. Voilà. Et c'est là où il y a problème. Et c'est là qu'il y a problème. Donc, dans le monde anglo-saxon que je connais un peu, pour y avoir étudié, vous ne pouvez pas être ministre de l'Agriculture aux États-Unis si vous n'êtes pas agronome. Vous ne pouvez pas être ministre de la Santé si vous n'êtes pas médecin. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis General Surgeon. Vous ne pouvez pas être ministre de la Justice, Attorney General aux États-Unis, si vous n'êtes pas avocat ou si vous n'êtes pas magistrat. Bon, donc c'est vraiment bien calibré. On sait très bien qui peut occuper telle fonction. Et quand vous n'êtes plus en mesure d'occuper cette fonction, on vous remplace par quelqu'un qui a le profil. Donc vous ne voyez pas aux États-Unis le genre de chamboulement qu'on a ici, où quelqu'un qui était au contrôle supérieur de l'État, ce n'est qu'un exemple, va au ministère de l'Agriculture, quelqu'un qui était à la communication va à un autre ministère sans être spécialiste de ce ministère. Donc je pense que c'est une tradition que nous avons héritée historiquement de la France, où on croit que quand les gens ont étudié dans une école d'administration, ils peuvent tout gérer. Mais dans le monde anglo-saxon, non, il y a ce qu'on appelle la spécialisation. Oui. Vous ne pouvez pas tout gérer. Même si vous avez un MBA, il faut un Master in Business Administration, il vous faut une certaine familiarité avec le domaine dont vous avez la charge. Merci, professeur Bilois, pour cette première sortie. Alors, docteur Tedongmo, alors, la même question pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet des hautes fonctions et des profils qui sont affectés au Cameroun aujourd'hui? Oui, au sujet des hautes fonctions au Cameroun, on peut faire le constat que le professeur a commencé à faire et qui est un constat fait par d'autres personnes. Nous ne sommes pas les premiers ni les seuls à constater que nous sommes dans un contexte où l'inertie empêche tout renouvellement,
où l'INESI inhibe toute action d'innovation. Nous sommes en quelque sorte dans un système de reproduction d'une tradition de management et de gouvernance. Et c'est cette tradition qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui, qui, à mon avis, serait peut-être le fait d'une certaine volonté politique qui se cacherait peut-être derrière une certaine idéologie, seulement que nous ne voyons pas véritablement cette idéologie et que nous ne voyons pas les fruits de cette idéologie. Donc, si cette question fait l'objet des débats, c'est parce qu'en réalité, on s'attend à des résultats. On n'a pas ces résultats et on s'interroge sur les modalités d'accès à la fonction de gestion, à la fonction de gouvernance. Et on se dit finalement, si il ne s'agissait que des postes honorifiques, on pourrait comprendre que le casting se fasse selon des critères peut-être irrationnels ou que nous ne comprenons pas. Mais lorsqu'il s'agit des postes techniques, on est dubitatif, on se dit, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est-à-dire que si vous demandez à un menuisier de construire une maison, ou bien d'élever des poules, vous demandez, est-ce que ça pourra porter des fruits? Donc là, il y a une inadéquation entre le profil de l'individu qui est sollicité et les résultats qu'on attend de lui. C'est ça le plus important, les résultats qu'on attend de lui. Pas nécessairement l'adéquation entre son profil et la fonction qu'il est censé exercer, mais les résultats. Vous pouvez être agronome et puis très bien gérer un ministère de la Santé. Mais le plus important, en fait, ce sont les résultats qu'on attend. Et lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, on se pose des questions, on se dit, mais à quoi on joue? Alors, vous comprenez donc très bien que les Camerounais puissent, à un certain moment, râler. Oui. On a entendu dernièrement, pour prendre un exemple très précis, lorsque le chef de l'État a nommé les membres de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, on a entendu une majorité des gens, en tout cas plusieurs personnes, dire toujours les mêmes. Alors, vous comprenez bien que les Camerounais manifestent cette exaspération? Oui, j'ai deux réactions. Nous ne sommes pas en train de dire que si vous n'avez pas un profil, vous ne pouvez pas bien gérer un domaine. Vous pouvez être un ingénieur des travaux, et vous en sortir très bien comme ministre des enseignements secondaires ou ministre de la Santé. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ça vous prend un peu plus de temps pour vous familiariser avec le domaine. Quand le domaine vous est familier, vous commencez à travailler tout de suite. La personne qui sort d'un domaine qui vient dans un domaine qui lui est étranger, doit se familiariser avec le domaine. Ça peut lui prendre 3 ou 5 mois, ce qui est une perte de temps. Ça, c'est une chose. D'autre part, ce qu'on doit aussi dire, c'est que l'homme politique a tendance à tout politiser. Or, il me semble que pour quelque chose comme la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, c'est l'homme politique qui prendra la décision finale. Parce qu'en fait, cette commission n'est qu'un conseil. Elle a un avis consultatif. Moi, j'avais pensé que le chef de l'État nommerait comme membre de cette commission des linguistes, c'est-à-dire des spécialistes des langues, des anthropologues, c'est-à-dire des spécialistes des cultures, des juristes pour le cadre réglementaire, et d'autres personnes qui peuvent amener, les sociologues, qui peuvent amener leur technicité à la compréhension et à l'appréhension du problème. Mais manifestement, le chef de l'État a politisé le problème en nommant des hommes politiques comme membres de la commission. Mais j'imagine que ces hommes politiques vont faire appel aux techniciens. Mais quand ils font appel aux techniciens, il faut avoir peur que la voix des techniciens ne soit noyée dans le magma de la politique. C'est ça qui risque d'arriver. Si le chef de l'État avait nommé les techniciens auraient fait leur travail. Lui, un homme politique, aurait dit, bon, voilà l'avis des techniciens. Maintenant, je peux biaiser ici, je peux nuancer là, je peux recadrer les choses, je peux remettre les pendules à l'heure selon la perspective de l'homme politique. Vous voyez. Donc, j'ai été un peu surpris par la composition de la commission. Mais bien entendu, on estime du côté des tenants du pouvoir, ceux qui ont pris la décision, on vous explique très bien, professeur Bilois, qu'aujourd'hui, c'est une bonne décision, finalement. Les nominations, il y a des gens qui vous l'expliquent. Non, écoutez, chaque médaille a son revers. Oui. C'est une bonne chose qu'on ait, par exemple, confié
la commission à un ancien Premier ministre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une haute visibilité politique, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui est tel que s'il demande des financements, aucun ministre ne pourrait les lui refuser, parce qu'il a été quand même le chef du gouvernement. Bon, maintenant, le revers de la médaille, c'est que quand vous n'avez que des politiques dans une commission comme celle-là, tout peut devenir politique. C'est-à-dire, on peut se poser la question de savoir, est-ce que cette commission va éviter les débats partisans? Est-ce que cette commission, les membres de cette commission pourront s'élever au-dessus des maisons politiques pour émettre des avis objectifs? Parce que moi, je pensais qu'une commission comme celle-là devrait faire un travail scientifique objectif sur la base duquel les hommes politiques pourraient donc prendre des décisions. Voilà. Maintenant, il faut que les hommes politiques soient à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Alors, docteur Tedombo, est-ce que vous redoutez aussi cette politisation excessive dans toutes les décisions de nomination qui sont prises dans ce pays? Pas tout à fait. Il faut juste préciser que la politisation de la gestion de la cité, politisation à outrance bien sûr, de la gestion de la cité, est une grille de lecture très faible et très limitée des réalités sociales. Tous les problèmes de la société ne sont pas forcément des problèmes politiques. Même si le politique en dernier ressort intervient pour trancher, mais tous les problèmes à la base ne sont pas des problèmes politiques. Si quelqu'un a besoin d'une maison et qu'il veut construire sa maison, ce n'est pas un problème politique. Il met les moyens qu'il faut, il appelle les experts qu'il faut et les experts réalisent le travail et à la fin, il a sa maison. Donc, il faut justement faire la distinction entre ce que Schumpeter appelait déjà les tâches de conception et les tâches d'exécution. Lorsqu'on a affaire à une commission dont l'objectif serait de concevoir, de penser, de proposer, il faut des individus qui ont la compétence qu'il faut dans le domaine, quitte à ce qu'ils produisent des propositions qui ne plaisent pas aux politiques. Mais le politique a justement besoin des décisions objectives, même si elles ne servent pas ses intérêts. C'est aux politiques justement de trancher en dernier ressort et de savoir que lorsque l'intellectuel, lorsque le scientifique a posé un diagnostic, il faut tenir compte de ce diagnostic. Parce que là, si on va à une politisation à outrance, autant d'en nommer des politiques dans des hôpitaux pour nous faire des examens. C'est bien le cas pour ce qui est de cette commission, par exemple, et de beaucoup d'autres fonctions. C'est bien ce qu'on observe parfois, que le politique finit par prendre le pas sur les contingences d'efficacité. Justement, c'est ce qui est à craindre. Et je ne dis pas forcément sur les contingences d'efficacité, mais plus sur les contingences de la performance, des résultats qu'on entend. Parce que c'est ça le plus important. On peut nommer qui on veut, où on veut, mais le plus important, ce sont les résultats. Or, l'expérience des commissions qui existent dans notre société ne nous laisse pas présager qu'il y aura une très grande différence. Et on se dit, peut-être, cette fois-ci, ce sera différent. Et on attend. Alors, tous ces éléments s'inspirent naturellement de la politique menée par les deux chefs d'État qui ont dirigé le Cameroun jusqu'ici, Amadou Ahidjo de 1960 à 1982 et Paul Biya depuis 1982, avec Cyril dans ce reportage. Quand on parle de l'accès aux hautes fonctions au Cameroun, la question des profils surgit inévitablement. À l'accession à l'indépendance en 1960, les fonctions dans la haute administration, notamment de ministres, s'appuient sur l'impératif d'être d'abord député. Ainsi, André-Marie Mbida, le premier Premier ministre du Cameroun et son gouvernement du 12 mai 1957 sont tous issus du Parlement. Il en sera de même d'Amadou Ahidjo lorsqu'il devient Premier ministre le 18 février 1958. Pourtant, il va changer cette tradition en procédant à la nomination des fonctionnaires aux hautes fonctions ministérielles à partir du gouvernement du 14 mai 1960 qui est marqué
par l'arrivée de Charles Onana Awono au poste de ministre des Finances. Dès lors, le chef de l'État camerounais va pérenniser cette approche en se constituant une base de fidèles qui va l'accompagner quasiment jusqu'en 1982. Ce sont Paul Biya, Victor Aïssimvondo, Samuel Ebois, Charles Onana Awono, Sadou Daoudou, Ousmane Mey, Issa Bakari et quelques autres encore. Au total, le renouvellement n'est pas très perceptible dans la nomenclature des personnalités nommées aux hautes fonctions. Lorsque Paul Biya arrive à la tête du pays en 1982, il poursuit d'abord sur la ligne héritée d'Amadou Ahidjo, au point d'irriter ses proches, en l'occurrence le professeur Georges Ngango, qui défend l'idée selon laquelle on ne peut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. À son tour, Paul Biya va se constituer sa garde rapprochée au fil du temps. Ainsi, s'il a utilisé plus de 200 ministres depuis 1982, il se dégage le constat selon lequel des fidèles restent aux affaires continuellement. Dans l'opinion, l'idée selon laquelle ce sont toujours les mêmes qui sont promus est largement répandue. D'aucuns n'hésitent pas à ajouter que seules les personnes âgées sont nommées. À l'évidence, se pose la question du renouvellement du personnel politico-administratif, tant pour beaucoup, l'ascenseur social est bloqué. Oui, c'était donc ce reportage de notre confrère Cyril qui a rappelé comment, depuis 1960, Amadou Ahidjo a conduit le pays et maintenant Paul Biya depuis 1982. On voit bien, comme on l'a entendu dans ce reportage, qu'il s'est constitué une clientèle très fidèle au premier président de la République, dont des proches qui sont restés longtemps aux affaires. Une rupture n'a pas été observée forcément avec le président Biya, même s'il a continué d'abord à... Il a dû se débarrasser d'abord à un moment donné, notamment après 1984, des personnes qui semblaient ne pas répondre à ses attentes. Mais on retombe dans le même schéma. Alors, est-ce que finalement, c'est une tradition immuable au Cameroun? On a vu, on disait qu'on entend toujours des gens qui disent toujours les mêmes. On regarde quand même ce gouvernement, même sous Amadou Ahidjo et maintenant sous Paul Biya, on ne voit pas beaucoup de changements à certains postes clés, professeur Bilois. Oui, c'est évident qu'il y a un problème de renouvellement de la classe politique au Cameroun. Ce sont toujours les mêmes. De temps en temps, on injecte quelques noms nouveaux, mais très souvent, c'est toujours ceux qui étaient là qui reviennent. Et on peut donc se poser la question de savoir si le président de la République, son Excellence Paul Biya, a un carnet d'adresses bien fourni. Bon, alors, la conséquence de ce manque de renouvellement de la classe politique, c'est qu'on a l'impression très nette qu'on stagne au niveau de la gestion des affaires de la République, au niveau de la gouvernance. On n'observe pas un renouvellement de la pensée, on n'observe pas un renouvellement des méthodes de gouvernance ou bien de méthodes de management de la République. Et conséquence, on a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression qu'on n'avance pas. Parce que quand on compare le Cameroun aux pays qui étaient au même niveau de développement que nous, notamment le Maroc ou la Côte d'Ivoire, on se rend compte que nous sommes restés loin en arrière. Même la Côte d'Ivoire, qui a connu 10 années de guerre, est relativement devant nous. Alors on doit se poser légitimement la question de savoir si la gouvernance est bonne, si la gouvernance est adéquate ou si la gouvernance est pertinente. Manifestement, si les résultats qu'on était en droit d'attendre ne sont pas là, on doit arriver à la conclusion logique selon laquelle il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut revoir la manière dont on fait le casting, c'est-à-dire la manière dont on fait la distribution des postes politiques. Vous voyez. Alors, quand vous regardez dans les grandes démocraties, vous voyez quand même que Clinton est arrivé au pouvoir à 46 ans. Vous voyez que Obama est arrivé au pouvoir presque au même âge. En Grande-Bretagne, on a eu des changements de Premier ministre relativement jeunes. En ce moment, en France, on a un jeune homme de 42 ans, Emmanuel Macron, qui est susceptible d'arriver au pouvoir. Il y a là
un renouvellement de la classe politique qui va entraîner forcément un renouvellement dans le style de management. Alors, mais qu'est-ce que, professeur Billois, mais quel est le problème? Puisque lorsqu'on prend les années 50, qui ont conduit justement à l'indépendance en 1960, on avait quand même une classe politique très jeune. Oui. On peut dire parce qu'on n'avait pas le choix. Ah, on n'avait pas le choix. Puisque le Cameroun venait d'accéder à l'indépendance. Oui, pour reprendre ce que disait André Marimbida, il manquait du personnel. Il manquait du personnel, comme disait André Marimbida. Oui, et c'est pour cela que et c'est pour ça qu'il fallait prendre ceux qui étaient plus ou moins bien formés. Voilà. Mais alors, aujourd'hui, une fois que ceux-là sont arrivés au pouvoir, ils se sont éternisés au pouvoir. Comme disaient les enfants à l'université, ils ont pris le titre foncier du pouvoir. Oui. Mais c'est ça qui est arrivé. Oui. Donc le président de la République doit renouveler son carnet d'adresses. Il doit renouveler son carnet d'adresses. De temps en temps, il nomme des gens relativement jeunes. L'entrée de Séraphin Magloire Fouda au gouvernement, l'entrée de Luc Sunjoun dans les cercles du pouvoir par au gouvernement, l'entrée de Montazé, des gens relativement jeunes. Mais ils sont une minorité dans un océan de gens qui sont là depuis de longue durée, depuis belle durée. Donc il faut renouveler la classe politique. Ce renouvellement va forcément entraîner le renouvellement des méthodes de management. C'est extrêmement important. D'autre part, il faut nommer les gens qui ont le profil. Les gens qui ont le profil. Parce qu'il ne faut pas être un savant pour savoir que si on piétine, c'est parce qu'on nomme à des postes de responsabilité les gens qui n'ont pas le profil, donc qui prennent un temps fou pour s'acclimater et qui dépendent uniquement de leurs conseillers, donc qui n'ont pas une idée précise de la direction que doit prendre le ministère dont ils ont la charge. Il faut renouveler la classe politique, il faut nommer aux emplois politiques les gens qui ont le profil technique. C'est important. On reviendra à ces propositions, professeur Billois. Alors, vous êtes sociologue. Il y a forcément une explication aussi. Comment se fait-il qu'on soit passé aux premières heures du Cameroun? On a bien vu du Cameroun souverain, on a bien vu que la classe politique était jeune. Amadou Ahidjo lui-même très jeune. Le président Biya est venu au Cameroun en 1962. Il a été nommé à des fonctions étant très jeune. Et on a connu une classe politique finalement qui était très jeune. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'ait pas pu, qu'on n'arrive pas à reproduire ce schéma? Oui, je pense qu'il faut dire que le problème de la reproduction des mêmes individus doit être lu autrement. La véritable question doit plutôt être celle de savoir comment est-ce qu'un système comme celui-là arrive à perdurer, arrive à s'imposer aux populations et arrive à devenir une tradition. Parce qu'il est bien beau de dire ce sont des individus, ou bien un groupe d'individus qui arrivent à imposer leur vision des choses à l'ensemble de la population. Mais il est intéressant d'identifier les éléments qui animent et alimentent ce qu'on pourrait appeler la dynamique de l'inertie. Parce qu'aujourd'hui, de manière assez banale, si vous posez la question à des jeunes, ils sont convaincus qu'ils n'ont pas l'âge qu'il faut pour accéder à des postes de responsabilité. Donc c'est finalement devenu une réalité inscrite dans le subconscient des individus. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment une telle réalité a pu devenir justement un fait social qui s'impose désormais aux populations et que les populations admettent comme allant de soi. Alors, mais je voudrais quand même rappeler que, oui, c'est un phénomène qui dure. Je voudrais seulement ajouter, avant que vous ne continuiez, que ça me rappelle des souvenirs. Lorsque nous étions tout plus jeunes, on disait je serai Semengue. Ce qui voulait dire quand même que, d'une certaine manière, il s'était éternisé. On le connaissait comme le seul général. Mais on ne voyait pas cela comme étant... On le voyait là comme quelqu'un qui était... immuable, qui ne bougeait pas, qui était là de manière indéfinie. Et nous, on disait, je vais devenir Semengue. On ne disait pas, je voudrais être général. Mais en fait, cela traduisait la même chose, finalement. Oui, pour montrer que les personnes s'éternisaient aux affaires. Oui, pas en fait la même chose. Parce que le problème ne se trouve pas au niveau des personnes qui s'éternisent au pouvoir. Oui. Le problème ne se trouve pas au niveau de l'âge de ces personnes, mais plutôt de leur incapacité ou de leur manque de volonté à ouvrir des espaces pour l'innovation, pour la nouveauté, pour le changement et pour le rêve.
Parce qu'on peut avoir dans un système les mêmes personnes, mais qui laissent tout de même des marges de manœuvre pour que les jeunes, par exemple, sentent qu'ils ont quelque chose à apporter, même s'ils n'occupent pas nécessairement ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les hautes fonctions, qui, à mon sens, ne sont en réalité que des postes honorifiques. Ça, il faut le dire. Ce sont des postes honorifiques et on en est arrivé à faire croire aux gens, par exemple, que si on n'est pas ministre, on ne peut pas apporter une contribution à la construction d'un pays. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de cela pour plutôt créer ce qu'on pourrait appeler des mythes fédérateurs, des éléments qui fassent rêver les jeunes. Même si on a les mêmes qui sont là, mais qu'on ouvre des espaces pour l'innovation. Aucune société ne peut évoluer sans innovation. Et l'innovation n'est pas forcément liée à de nouvelles personnes. Parce qu'on peut avoir de nouvelles personnes qui viennent perpétuer un même système, qui viennent phagocyter le système tel qu'il existe déjà. Donc il est plutôt important de déplacer le débat des personnes aux idées. Nous avons besoin aujourd'hui qu'émergent de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. C'est ça le plus important. Et vous savez qu'on peut être ancien à un poste, mais à un moment donné, c'est inscrit dans la dynamique du changement. On a vu des chefs d'État qui, à un moment donné, ont incarné un changement, des ministres qui, à un moment donné, ont incarné le changement. Donc, il faut déplacer le débat des personnes aux idées et se dire que le plus important, c'est de faire la part des choses. Que le politique s'occupe des questions politiques et qu'on laisse la technique aux techniciens. Voilà. Alors, professeur Edmond Bilois, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous inquiétez, vous vous demandez, est-ce que vous vous posez la question de savoir si le carnet d'adresse du président de la République est assez étoffé. Mais est-ce que ce n'est pas la question, de la cooptation aujourd'hui qui est problématique dans notre pays? Vous savez, les thèses d'Ateba Yémé ont été très très populaires dans ces pays, elles sont très populaires même jusqu'ici. Après sa disparition, sur le fait qu'il faut désormais appartenir à des siècles au Cameroun pour espérer une promotion. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un problème qui aujourd'hui crée toutes ces difficultés dont nous parlons? Mais oui, parce qu'il faut encourager la sélection par l'excellence, la sélection par l'objectivité. Il faut encourager l'innovation, comme a dit Hervé. Il faut encourager le travail. Donc, un haut responsable qui voit qu'il y a un jeune qui travaille, il peut le faire promouvoir sans qu'ils appartiennent forcément à la même loge maçonnique ou sans qu'ils appartiennent à d'autres loges inqualifiables devant la caméra. Donc il faut renouveler la manière dont le pays est géré. Ce qui fait problème, c'est que les idées nouvelles apparemment ne semblent pas prospérer dans nos pays africains. Vous voyez, je suis d'accord avec Hervé, ce ne sont pas forcément ce ne sont pas forcément les gens qui ont mis longtemps aux affaires qui constituent un blocage. C'est la manière dont ils gèrent les affaires qui peuvent constituer un blocage. Si vous avez été un entraîneur de football célèbre comme Ancelotti au Milan, qui gagnait la Champions League tous les 3 ans, il a passé beaucoup de temps à Milan, mais il renouvelait le Milan constamment. Donc un bon manager doit se renouveler constamment au niveau des idées, au niveau des méthodes managériales. Le problème, c'est que nous avons l'impression que la gestion du pays obéit à des méthodes peu orthodoxes. C'est-à-dire qu'il est arrivé à plusieurs cadres bien formés de la République, qu'on leur dise, bon, apporte-nous ton CV, et après on lui dit, donne-nous la carte. Et puis il vous dit, mais quelle carte? Et puis il vous dit, mais quelle carte? Mais on lui dit, mais la carte de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix? Et quand il dit, je n'ai pas la carte de la Rose-Croix, je n'ai ni la carte de la Rose-Croix, ni la carte de la franc-maçonnerie, on lui dit, mais on ne sait pas si ça va passer, hein? On ne sait pas si ça va passer. Bon, écoutez, les gens peuvent faire les choix qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas imposer ces choix à toute la République. Et ils ne peuvent pas faire de ces choix l'aune à l'aide duquel ils vont choisir les futurs dirigeants de la République. On peut nommer des gens qu'on ne connaît pas, mais tout simplement sur la base de leurs compétences. Je crois que ça peut se faire. Mais là, c'est difficile. Est-ce qu'on nomme encore aujourd'hui, docteur Tedongmo, est-ce qu'on nomme encore aujourd'hui véritablement, vous êtes jeune certes, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Cameroun fonctionner, les promotions, souvent,
on ne sait pas très bien, on les voit plus très, elles sont plus très traçables, forcément. Il faut se Les dire nominations à des fonctions. Oui, il faut se dire que là, nous sommes en quelque sorte en train de faire quelques spéculations. Oui. Mais vous avez fait des études dans ce domaine. Oui, justement. Oui, mais je dis... peut-être on peut les convoquer maintenant. Dans le contexte du Cameroun, par exemple, oui, bien sûr. Au-delà de tout ce que nous pouvons nous dire ici, nous sommes bien faibles face à ce que je pourrais appeler la clause institutionnelle, mais anti-managériale de pouvoir discrétionnaire. Donc, nous aurons beau spéculer ici, mais nous ne pouvons pas attaquer la nomination d'un individu. Tout à fait. Nous ne pouvons pas attaquer la nomination d'un individu. Ce qui fait que nous nous contentons des résultats. Et lorsque les résultats sont mauvais, cela nous amène à interroger le profil de cet individu afin de savoir d'où il a tiré le capital ou les ressources qui ont facilité son accès à ce poste de gestion. Donc c'est à ce moment que nous nous intervenons pour nous interroger. Et lorsqu'on voit la qualité des résultats, la qualité médiocre des résultats dans la plupart des secteurs, on est donc en droit de se poser la question de la qualité du profil. Et la question de la qualité du profil amène donc forcément à s'intéresser au type de capitaux que les individus mobilisent pour accéder à des postes de responsabilité. Et là, on constate malheureusement que manifestement, il ne s'agit pas des capitaux qui s'inscrivent dans le registre de la rationalité, dans le registre de la légalité, légalité au sens du management, au sens de Max Weber, c'est-à-dire que l'individu s'est constitué un capital qu'il peut défendre, un capital qu'il peut défendre, un capital qu'il peut justifier. Voilà, c'est surtout un capital qu'il peut justifier. Donc, on se rend compte que malheureusement, on est obligé de pencher vers cette thèse qui soupçonnerait une certaine influence de certains groupes de pression qui pourraient influencer lesquels capitaux leur permettent de se positionner. C'est-à-dire, on nomme quelqu'un, par exemple, parce qu'il est chef traditionnel. On peut nommer quelqu'un, par exemple, parce qu'il est prêtre, parce qu'il est pasteur. Or, on sait bien que ce sont des fonctions qui ne confèrent pas, de fait, une certaine à toutes les formes d'influence occulte qui pourraient donc venir renverser le casting normal des individus au poste de responsabilité qui devrait s'appuyer d'abord sur la compétence, une compétence justifiable, une compétence démontrable, une compétence soutenable. Voilà. Alors, et donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de compétences qui restent hors circuit. Parce que si on a des gens qui sont aux affaires depuis 20 ans, 30 ans, comme l'opinion râle régulièrement, toujours les mêmes, et qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que les pertes, les dommages ne sont pas considérables? C'est pour ça qu'on prend du retard. C'est pour ça qu'on prend du retard. Parce que vous savez, dans un domaine comme l'université, on vous dit souvent que les meilleurs livres sont écrits par les assistants. C'est-à-dire les gens qui viennent de faire leur thèse, c'est eux qui écrivent souvent les meilleurs livres. Et ça, c'est prouvé. Et les vieux professeurs comme nous, on est là pour faire la synthèse et pour donner une perspective historique. Justement. Parce qu'il faut connaître aussi le passé. Donc, si vous faites table rase de la jeunesse qui est plus technique, qui est plus à même d'appréhender le présent, parce qu'elle le vit intimement dans sa chair, vous vous passez donc d'une source importante de compétences légitimes qui sont à même de faire progresser le pays, d'autant plus que ces jeunes, eux, ils sont pressés de réussir. Vous voyez? Ils sont donc pressés de réussir, il faut donc leur ouvrir le boulevard des qualités objectives qui amènent à la réussite. Le problème qui se pose dans nos pays africains de plus en plus, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité en ce qui concerne les promotions. Vous voyez? Si vous êtes enseignant à l'université, vous êtes chef de département, vous êtes professeur, et puis, subitement, un jour comme ça, on prend quelqu'un
qui n'a jamais été chef de département, qui n'a pas le même grade que vous, et il devient votre patron. C'est-à-dire, il devient doyen, ou secrétaire général, ou vice-recteur. Vous avez des gens qui étaient professeurs et d'autres étaient encore chargés de cours. On prend celui qui était chargé de cours pour venir commander les professeurs. Ça crée des frustrations qui sont telles que les gens ne sont plus libres d'enrichir le débat d'idées et de faire en sorte que la machine marche. Vous voyez. Donc il faut une certaine visibilité, il faut des normes, il faut normer. Il faut normer les parcours. Tant que les parcours ne sont pas normés, ça ne peut pas marcher. Mais je suis d'accord avec Henri, on ne peut pas enlever le pouvoir discrétionnaire à celui qui nomme. Oui. Ce pouvoir discrétionnaire, il est accepté dans certains cadres, pas dans tous les autres. Vous voyez? Non, moi je n'ai rien contre le pouvoir discrétionnaire. Quand Ronald Reagan accède à la magistrature suprême aux États-Unis, il nomme le fils de son ami, qui avait financé sa campagne de gouverneur et sa campagne à la présidentielle à un poste important à la Maison-Blanche. Cet enfant n'avait jamais travaillé pour l'État. Il ne savait rien de l'État. Il avait fait toute sa carrière dans le privé parce que son père était un homme d'affaires influent. Mais ça, c'est le pouvoir discrétionnaire. Reagan n'a pas pris un enfant comme ça et en a fait le ministre des enseignements secondaires. Parce que c'est tellement technique. Hein? Il avait un parcours de juriste et de business. Il n'en a pas fait l'attorney général. Ouais. Il lui a donné un poste à la Maison-Blanche. Donc, il y a des cadres à l'intérieur desquels on peut tolérer la liberté qu'on donne au pouvoir discrétionnaire. Mais le pouvoir discrétionnaire a des limites. A des limites. Si on veut vraiment développer le pays, il faut nommer à certains postes très techniques les gens qui ont le profil. Pour que lorsqu'ils accèdent à ces postes, lorsque la direction de ce ministère leur est donnée, ils commencent à travailler tout de suite. Quand quelqu'un prend 5 à 6 mois pour se familiariser avec le domaine, mais c'est le pays qui prend un retard considérable. C'est le pays qui prend un retard considérable. Donc, on ne peut pas toujours se cacher derrière le pouvoir discrétionnaire. Alors, quand je vous entends, professeur Bilois, je comprends qu'il y a justement, il manque aujourd'hui une force contraignante qui pourrait remettre de l'ordre, docteur Tedongmo, qui pourrait remettre de l'ordre pour qu'on puisse revenir justement à la norme, à ce qui est, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait normer les choses. Tout à fait. Mais est-ce qu'on n'est pas prêt d'en prendre le chemin, docteur Tedongmo? Oui. On n'est pas prêt d'en prendre le chemin à cause des privilèges que les uns et les autres veulent préserver. Mais s'il s'agit de mettre l'intérêt du pays en avant, on est bien obligé de procéder à une sorte de révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'il y a le verrou institutionnel du pouvoir discrétionnel qui, par exemple, au Cameroun, aux États-Unis, est encadré. C'est-à-dire que pour accéder à certains postes de responsabilité, même si le chef de l'État a fait la proposition, l'individu doit passer au Congrès, par le Sénat, pour répondre, pour justifier de sa capacité à assumer cette responsabilité. Donc, il faut tenir compte de ce verrou institutionnel et maintenant au niveau même de la société. Parce que le problème est aussi au niveau de la société. Il ne s'agit pas seulement des hautes fonctions, hein. Cela se répercute dans toutes les autres fonctions et même du côté de ceux qui prétendent incarner l'alternance, les pouvoirs, les partis politiques de l'opposition. On retrouve les mêmes qui sont là. Donc ça se répercute au niveau même des associations du quartier. Lorsqu'on est président, on ne veut plus partir. Et c'est là justement le drame. Lorsqu'une tare arrive à devenir une réalité structurelle et structurante de la société, ça devient très difficile. Et là, il est important de prendre du recul face à cette réalité et de l'envisager autrement. Parce qu'aujourd'hui, nous devons reconnaître que nous sommes complices de cette réalité. Ça, il faut le dire. Bon, alors vous dites complices de cette réalité, moi je m'interroge. Alors je me dis, par exemple, pour prendre un cas précis qui peut nous permettre aussi de mieux approfondir ces débats, observons les recrutements dans les entreprises aujourd'hui au Cameroun. Les grandes entreprises dans ces pays, vous ne lirez pas le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune pour le reprendre, sans publicité, lui qui fait des annonces tous les jours.
Et vous ne lirez pas ce quotidien gouvernemental et vous y retrouverez des appels à candidature dans les grandes sociétés au Cameroun. À peine si vous trouvez quelques annonces des organisations internationales. Tout à fait. Mais vous avez dans ces sociétés des nouvelles personnes qui arrivent tous les jours. On vous dit on a recruté tel, on a recruté tel. Mais comment se fait-il qu'on en arrive là? Et surtout qu'on ne puisse pas dénoncer plus que cela cette situation pour qu'elle change, professeur Bilois? Tout le monde est complice. Ce sont là les conséquences, les manifestations de notre atavisme. Nous sommes comme ça, nous sommes plus ou moins tributaires de notre passé. Vous voyez, quand je suivais un jour l'ambassadeur du Japon au Cameroun qui disait qu'il ne comprend pas pourquoi chaque fois qu'on nomme un Camerounais au gouvernement, il va organiser une fête dans son village. Voilà. Vous voyez, c'est parce que les gens pensent qu'ils sont redevables à leur village électoral, comme disait le professeur Lep. Le professeur Lep, Roger Gabriel Lep, de regretter mémoire. Donc, il faut transcender ça, il faut objectiver les choses, vous voyez. C'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour les sociétés parapubliques, c'est vrai pour les sociétés dites privées. Les nominations se font tout le temps et on a toujours l'impression que les gens privilégient au poste de responsabilité ceux qui sont originaires de leur région. Vous voyez. L'autre jour, je regardais une chaîne concurrente et Calix Béal a été l'invité et je me suis dit, mais comment cela se peut-il que tous les journalistes qui ont interviewé Calix Béal soient tous originaires d'une même région? Ce n'est pas normal. Dans un pays comme le Cameroun, ce n'est pas normal. Et vous voyez bien que l'interview s'est mal déroulée. C'est très mal déroulé. Hein? Pour peu que les gens aient juste un peu de conscience patriotique, on aurait pu faire venir des journalistes d'horizons divers. Vous voyez. Et ça ne semble émouvoir personne. Et c'est tout simplement malheureux. Parce que vous voyez parfois X est de telle région. Quand X s'en va, on remet Y de la même région. Et il y a des régions qui apparaissent comme des parents pauvres. Quand moi qui suis du Mbamekim, quand mon frère part de la direction générale des douanes, on ne met pas un autre gars du Mbamekim. On met quelqu'un d'autre. On met quelqu'un d'autre de ce que Ateba Yena appelait le pays organisateur. Autant de choses qui frustrent et qui font que, même quand on est sympathisant du pouvoir en place, on ne peut que le critiquer. N'est-ce pas? Parce que si on a dit que les gens doivent être remplacés par ceux de leur région, ça doit s'appliquer à tout le monde. Pas seulement à ceux du pays organisateur, ou bien à ceux qui ont des pontes au régime, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre. Mais le Cameroun, il appartient à tout le monde. Absolument. Il appartient à tout le monde. Hein? Et on ne fait rien. On ne fait rien. Alors, ça ne semble émouvoir personne. Un jour, je disais à un collègue, mais comment se fait-il qu'on ait 6 universités d'État et que 3 des recteurs des universités d'État soient originaires soit du centre, soit du sud? Il m'a dit, mais c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais je lui ai dit, non. On revient à ce pouvoir discrétionnaire. Je lui ai dit, non. Le pouvoir discrétionnaire de l'État, on devrait être capable de le critiquer objectivement. On devrait être capable de le critiquer objectivement. Les grands postes comme les postes de recteur, qui sont des postes visibles, et étant entendu que presque tout le monde au Cameroun est représenté dans les universités. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi un recteur Bassa, par exemple. C'est tout à fait normal qu'il y ait aussi un recteur qui vient du Mbamekim ou du Mbam-Enubu. Vous voyez? Et on doit poser ces problèmes sur la table. Ce sont des problèmes de gouvernance objective. Vous voyez? C'est-à-dire être capable de distribuer ce qu'on appelle le gâteau national de manière équitable, tout en respectant le caractère discrétionnaire de la nomination.
Alors, merci. On vous écoute très bien, professeur Billois. Je dois encore rappeler que vous n'y allez forcément pas du dos de la cuillère. Mais je dois quand même dire que vous avez des intros RDPC, il faut le dire. Oui, oui, je suis militant Vous êtes militant du RDPC. J'ai été vice-président de la grande section RDPC du Mbamikim. Voilà. Donc, je suis un opérateur du RDPC. RDPC. C'est parce que je suis un opérateur du RDPC que j'apporte des idées innovatrices, novatrices, pour que la paix sociale perdure. Voilà. Alors, sur cette question du pouvoir discrétionnaire qui doit être critiqué de manière objective, comme vous dites, docteur Tedongmo, mais alors, on observe que, puisqu'on ne critique pas ce pouvoir discrétionnaire, puisque même les directeurs généraux, je parlais justement du cas précis du recrutement dans les entreprises aujourd'hui au Cameroun, on voit de nouvelles figures tous les jours, mais on ne voit pas d'appel d'offres ou que ce soit. Surtout pas dans les journaux, c'est presque du bouche à oreille ou alors simplement des recommandations. Est-ce que c'est encore là trop de pouvoir qu'on laisse à ceux qui dirigent sans pouvoir questionner celui-ci? Pas forcément trop de pouvoir. Vous savez, il faut en fait s'intéresser à la cohérence entre les choix des modèles de management qui sont faits et les modèles de management qui sont appliqués. En réalité, on n'est pas obligé d'affirmer qu'on est dans un modèle de management moderne. On n'est pas obligé. On peut décider de dire qu'on reste dans le management traditionnel et on fait comme on veut. On n'est pas obligé de revendiquer. Mais on revendique surtout d'être dans le modernisme. Je vais plus loin. On n'est pas obligé de dire qu'on applique la politique d'équilibre régional. Rien n'oblige ceux qui le disent à le dire. Maintenant, une fois qu'ils l'ont dit, et c'est là où je peux rejoindre le professeur, une fois qu'on l'a dit, il faut effectivement le faire. Et que les critères soient les mêmes pour toutes les situations et pour tous les individus. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait donner à chaque citoyen camerounais la même chance d'accéder à des postes de responsabilité en fonction de ses compétences et du profil qu'il faut pour le poste. C'est un choix qu'on peut faire et lorsqu'on l'a fait, il faut l'appliquer de manière concrète. Lorsqu'on parle par exemple des entreprises privées, des entreprises privées qui ont tourné le dos à la performance économique, parce que parallèlement, il y a des entreprises privées qui sont dans une innovation totale. Et là, je pense qu'il est important de tirer les leçons du secteur économique privé au Cameroun. On peut par exemple s'intéresser au secteur informel. Dans l'informel, on n'a rien à faire de l'origine ethnique, occulte ou de quoi que ce soit. Mais ce qui compte dans ces secteurs, c'est justement la compétence. Et lorsque le professeur évoquait le cas américain, c'est justement cela. On veut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez qu'aux États-Unis, ce qui compte, ce n'est pas le bagage que vous avez, ce n'est pas les diplômes que vous avez, mais c'est votre capacité à assumer les responsabilités qu'on vous confie. C'est un style de management qui porte ses fruits. Le Japon a son style. Maintenant, si le Cameroun a son style, qu'il l'assume et qu'il nous présente les résultats. Étant donné que nous autres, nous attendons les bons résultats. Voilà. Donc finalement, il s'agit d'opérer un choix et de s'y tenir. Mais on a du mal justement jusqu'ici, visiblement en ce qui concerne le Cameroun, à aller vers ça. Finalement, quel est le modèle? On est parti, on a pris la France ou alors ce n'est pas seulement la France, on a pris un peu la partout. France, Oui. Mais on a noyé le modèle français dans notre atavisme héréditaire, dans notre passé ancestral, dans notre façon de voir le monde, parce que la France, c'est un pays développé. Et vous voyez qu'elle fait tout pour se régénérer. Alors, quand on voit le bilan du Cameroun de 1960 à 2017, malheureusement, manifestement, on ne peut pas dire qu'on va bien. Hein? On peut toujours dire qu'on va mieux que la Centrafrique ou le Tchad. Mais ça ne peut pas être un objectif. Ça, ce ne sont pas des objectifs louables pour un pays qui a des ambitions. Donc, on doit se remettre en question. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le Maroc et la Côte d'Ivoire sont si loin de nous? On doit se poser la question.
Donc nous devons remettre en cause notre façon de gérer le Cameroun. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas les réponses objectives à ça, à toutes les questions. Mais c'est une question qu'il faut poser sur la table et ne pas toujours dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sinon, on serait au moins à côté du Maroc. Sinon, la Camer serait à côté de Kenya Airways ou bien Ethiopian Airways. Mais où sont les exemples qu'on peut montrer pour dire que dans tel domaine, nous sommes parmi les plus grands? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et je le dis honnêtement. Alors, professeur Billois, après vous avoir écouté, nous allons prendre ce deuxième reportage, toujours de notre confrère Aïk Cyril, qui revient sur les modèles, justement, qui sont en vigueur dans le monde en matière de management des ressources et notamment de promotion aux hautes responsabilités. Aïk Cyril. Spoil System et Merit System, voilà les deux modèles qui régissent la promotion aux hautes fonctions dans le monde. Le Spoil System, ou système des dépouilles, est un principe selon lequel un gouvernement devant pouvoir compter sur la loyauté partisane des fonctionnaires et hauts responsables substitue ceux qui sont en place par des fidèles. L'exemple le plus achevé de ce modèle est expérimenté aux États-Unis d'Amérique par le président Andrew Jackson, qui, après son élection comme 7e président des États-Unis en 1829, remplace la quasi-totalité des membres de l'administration fédérale. Il considère en effet que le peuple donne mandat aux gagnants pour choisir les fonctionnaires dans ses rangs. Cependant, les effets pervers de cette approche qui, à certains moments, conduit à la promotion de l'incompétence et de la corruption sont nombreux. Aux États-Unis d'Amérique, deux lois, dont la loi Pendleton en 1883 et la loi H en 1939, mettent définitivement fin à ce système en interdisant aux fonctionnaires de mener quelque activité politique. À côté du spoil system se trouve le merit system qui, lui, fonde son fonctionnement sur le mérite pour appointer aux hautes fonctions. Ce système est pratiqué notamment en France et dans tout l'espace colonisé par ce pays. Il accorde la priorité au recrutement via une formation par voie de concours dans les grandes écoles et par les compétences développées par les uns et les autres. Si le merit system est plébiscité dans tous les discours, il n'en reste pas moins que sur le terrain de la réalité, sa mise en application s'avère parfois difficile. Des réminiscences du spoil system ayant tendance à perdurer. Alors, on a bien entendu dans ce reportage de Aïk Cyril, le spoil system, c'est un système dans lequel on veut s'attacher la loyauté des fonctionnaires et des personnes qu'on nomme. Oui. Mais alors, est-ce que finalement aujourd'hui, quand on prend le cas du Cameroun qui nous intéresse, est-ce que le fait qu'on maintienne les mêmes personnes aux affaires, qu'il n'y ait pas suffisamment de changements, c'est parce qu'on attend la loyauté, sinon le griotisme, pour reprendre une expression propre à notre pays. On nomme des gens, on entend dans les discours, comme le chef de l'État l'a dit, son Excellence Paul Biya l'a dit, alors qu'on n'a même pas développé un premier argument. Bon, c'est une question embarrassante, parce qu'en fait, chaque pouvoir nomme autant que faire se peut les gens qui lui sont fidèles. Mais le pouvoir qui a à cœur d'être réélu, mais aussi les gens qui lui sont fidèles, mais qui sont compétents. Vous voyez? Parce qu'en réalité, aucun pouvoir ne peut nommer uniquement les gens qui lui sont fidèles pour qu'ils perdent les prochaines élections. Donc maintenant, le problème qui se pose dans notre pays, c'est qu'on a l'impression qu'on fait du surplace. On a l'impression qu'on fait du surplace. Ce qui devrait raisonnablement nous amener à jeter un regard dans le miroir. Qu'est-ce que nous avons fait qui n'est pas bien? Vous voyez? On fait manifestement du surplace, on n'avance pas. On n'avance pas du tout. Mais sur la question de la loyauté. Alors, sur la question de la loyauté, la plupart de ceux qui sont nommés sont loyaux.
Ils sont loyaux, ça c'est sûr. Ils sont loyaux au système qui les a créés. Ça, c'est une opinion personnelle. Mais est-ce que c'est le problème, voilà. le vrai problème, c'est cette loyauté s'accompagne-t-elle d'intégrité, de compétences, de performance? Est-ce que les résultats escomptés sont-ils atteints? Manifestement pas toujours. Sinon, on serait plus développé que ça. Donc, il faut un certain équilibre. Nommer les gens qui vous sont loyaux, d'accord, mais nommer aussi les gens qui sont compétents, qui ont le profil pour les domaines ciblés. Et en ce qui concerne le Cameroun, le président a tout un océan de compétences. Tout un océan de compétences. Quand on nomme des gens et on n'a pas les résultats escomptés, il faut essayer d'autres. Et il faut essayer d'autres méthodes de casting, d'autres méthodes de choix. Il faut essayer d'autres méthodes de choix. Parce que personne n'a la science ou le savoir infus. Donc le président doit être ouvert. Il doit être ouvert. On a dit tout à l'heure qu'il y a très peu de gens qui entrent dans le système. Il n'y a pas de renouvellement. Donc, en fait, le pouvoir est plus ou moins incestueux. Hein? Une famille de lions qui n'accueille pas d'autres lions, on va bien voir que biologiquement et génétiquement, la famille de lions va dépérir. Vous voyez? Le système dépérit parce qu'il n'y a pas de sang neuf. Ceux qu'on amène dans le système comme sang neuf, n'est-ce pas, veulent copier les anciens parce qu'ils ne veulent pas quitter le système. Par conséquent, ils n'ont pas toujours la liberté de dire ce qu'ils veulent dire. Je peux vous raconter une anecdote qui me vient de quelqu'un qui est dans le cercle du pouvoir et que je ne peux pas nommer. Un jour, un grand patron lui demande, propose-moi quelques noms. Alors, il propose des noms. Et le grand patron lui dit, mais comment? Tu proposes seulement des gens de ta génération. Les noms nouveaux, ça ne veut pas dire les gens de ta génération. Même les gens de ma génération sont nouveaux. Mais ce qui est un peu surprenant, les gens de cette génération, mais ils ne jugent pas forcément des compétences intellectuelles à l'heure aujourd'hui. Vous voyez? Des compétences intellectuelles à l'heure aujourd'hui. Si vous voulez diriger le monde d'aujourd'hui, sollicitez les gens, la vie des gens qui ont intérêt à ce que dans 20 ans, le Cameroun soit un pays prospère. Parce que dans 20 ans, eux, ils seront au top de leur carrière. Par conséquent, ils n'aimeraient pas être à l'arrière-train. C'est de ça qu'il s'agit. Ouvrir la porte à un nouveau sang pour ne pas dépérir génétiquement et biologiquement. Ok, alors docteur Tedongmo, est-ce que finalement ce n'est pas la question de la loyauté sur laquelle on semble s'appuyer dans les hautes sphères du pays pour nommer aux responsabilités qui plombe finalement toute volonté d'avoir, toute possibilité d'avoir des résultats parce qu'on s'appuie sur des personnes sur lesquelles on semble être certain d'avoir un type de fonctionnement bien précis? Je pense qu'il faut aller au-delà de cela pour poser une question qui est aujourd'hui considérée au Cameroun comme une question rituelle. Oui. Que nous manque-t-il? Que nous manque-t-il? Je dirais qu'il nous manque une politique de nos moyens. Il nous manque une politique adaptée à nos réalités. Et s'il nous manque tous ces éléments, c'est parce qu'à la base, il nous manque une vision. On va où? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Sommes-nous prêts à payer le prix de la compétitivité? Sommes-nous prêts à payer le prix de la compétitivité? C'est une question de sacrifice. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire? Sommes-nous prêts à sacrifier la loyauté au profit de la compétence? C'est les questions qu'il faut se poser. Sommes-nous prêts à sacrifier le statu quo au profit de l'innovation, du changement? Tout dépend de la vision qu'on se fixe. Et lorsqu'on s'est fixé une vision, il faut se donner les moyens qu'il faut pour atteindre cette vision. Donc le problème, à la base, c'est un problème de vision. Et lorsque les individus savent qu'il n'y a pas un cap vers lequel ils doivent tendre, le processus de leur définition, leur processus d'ontologisation désormais, dépend de leur capacité
plaire à celui qui les a mis à ces postes. Donc là, on a une vision à ce moment-là étriquée, une vision limitée aux personnes, au lieu d'avoir une vision qui se projette vers l'avenir, vers la nation, vers la patrie. Alors, est-ce qu'on sortira justement? Est-ce qu'il y a quelques solutions qui peuvent être envisagées? Est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, pour avoir du renouvellement, il faudrait par exemple procéder de quelle manière? Vous dites que le chef de l'État il a un océan de compétences. Ah oui. Mais est-ce que ça remonte jusqu'à lui? Ce ne sont pas les compétences qui manquent. Lorsqu'on fait les nominations, ça se passe comment? Si vous en savez quelque chose, ça se passe comment? Je n'en sais pas grand-chose. Pour n'avoir pas été nommé à un haut poste de responsabilité. Mais vous êtes vice-doyen? Oui, ce n'est pas un haut poste de responsabilité. Ah bon? Lorsqu'on vous a nommé... C'est un poste technique. Oui. À mon âge, quand vous êtes doyen, vice-doyen, ce n'est pas une nomination. Ce n'est pas une nomination. Je suis chef de département depuis 20 ans. Je suis professeur titulaire depuis 10 ans. Quand vous me nommez vice-doyen, ce n'est pas exactement quelque chose dont je peux être fier. Parce que j'ai des étudiants qui sont déjà des professeurs. Des étudiants que j'ai formés, dont j'ai dirigé les thèses. Bon, maintenant, pour répondre précisément à votre question. Quand vous êtes malade, pour qu'on vous administre un traitement adéquat, il faut que le diagnostic soit adéquat. Il faut faire un diagnostic du malade Cameroun. Un diagnostic objectif. Et traiter au malade Cameroun, et proposer au malade Cameroun un traitement. Un traitement. Henri a parlé de la vision. Oui, la vision, c'est fondamental. Il faut avoir des objectifs précis à court, à moyen et à long terme. Et maintenant, il faut définir, identifier, circonscrire les moyens dont on a besoin pour arriver à atteindre ces objectifs. On tâtonne. On tâtonne. C'est comme si on manquait d'imagination. Vous voyez? Si vous voyez, regardez la façon dont le gouvernement est formé. On prend un ministre des enseignements secondaires, 14 ans, originaire du même département, ou 15 ans. On prend un autre originaire du même département, on le nomme au même ministère. Et aucun des deux n'a le profil. Tous, le premier était ingénieur, le second est spécialiste des transports. Vous voyez? Cela crée un climat délétère qui est tel que les gens qui travaillent au ministère commencent à penser que c'est le ministère des Bassa et des Bakoko. Oui, je suis pour que les Bassa et les Bakoko soient au gouvernement. Comme j'aimerais aussi voir un Sananga du Bamekim comme moi. Mais pas pour que le Bassa ou le Bakoko soit toujours au même ministère. Il faut quand même un tout petit peu d'imagination pour que de temps en temps, quand on veut mettre quelqu'un pour remplacer numériquement un frère, qu'on trouve la technique pour le mettre dans un autre ministère, pour que les autres qui ne sont pas de son département se sentent aussi à l'aise avec un nouveau management. Vous voyez? Vous créez quelqu'un de l'Est, vous le mettez aux industries. Quand son prédécesseur était de l'Est, les gens de l'Est commencent à dire que c'est leur ministère. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les gens. Je dis oui, je suis d'accord pour le remplacement numérique, quand ça s'applique à tout le monde, même à ceux du Mbamekim. Mais il faut un tout petit peu d'imagination. Le problème du Cameroun, c'est qu'on n'a pas fait jusque-là un bon diagnostic. Le diagnostic est toujours biaisé. Il est toujours biaisé. Et les hommes politiques ont tout fait de récupérer le diagnostic pour justifier leur performance. Non, le diagnostic doit être objectif. Quand le diagnostic est objectif, on prend donc les pilules, même si elles sont amères. Et en ce moment, on dit, voilà la vision. Kennedy avait dit, je veux qu'un Américain aille à la Lune. Et Armstrong est allé à la Lune. Bush père avait dit, the vision thing, c'est quoi? Il a perdu les élections. Un pouvoir qui n'a pas de vision n'a pas lieu d'être. Donc il faut une vision. Je suis d'accord avec Henri. Il faut un bon diagnostic. Il faut appliquer le traitement adéquat. Alors,
Alors, sur le traitement adéquat, on va dire, mais est-ce qu'on peut effectivement aujourd'hui, sur ces questions-là, sur l'accès aux fonctions, est-ce qu'on peut effectivement espérer qu'on sorte des canaux actuels? Comment est-ce que vous voyez comment on nomme des gens? Est-ce que vous pensez qu'il y a mieux? On a le spoil système, on a le mérite système. Tout le monde proclame au Cameroun qu'il faut le mérite. C'est la République exemplaire. Mais sauf que les réalités sont parfois très difficiles à accepter. En ce qui concerne l'avenir d'un tel système, je suis confiant. Pourquoi? Pour qu'un système perdure, il doit monopoliser les appareils idéologiques de l'État. Absolument. Mais lorsqu'un système monopolise plutôt les appareils répressifs, il va forcément s'écrouler à un moment donné. Et le contexte mondial dans lequel nous sommes aujourd'hui nous impose de nous arrimer à une gestion normale des choses. Pas de type occidental ou quoi. Non, mais une gestion normale. Une gestion qui corresponde au bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sautent aux yeux comme allant de soi, comme étant normal. C'est-à-dire que c'est normal qu'à un moment donné, on laisse d'autres prendre la relève pour apporter leur manière de voir les choses. Donc, je suis confiant, c'est un système de reproduction qui est appelé nécessairement, inéluctablement, à disparaître. Puisque jusqu'à présent, on voit qu'il s'agit plutôt des appareils répressifs. Si, par exemple, on voyait ce type de reproduction dans le système idéologique, c'est-à-dire que ces individus prenaient ou se reproduisaient à travers leur génération dans les appareils idéologiques, on pourrait présager une continuité, mais tel que c'est parti, ils ne sont pas dans la prospective. Et quand on n'est pas dans la prospective, vous savez, aux États-Unis, si vous arrivez aujourd'hui, si vous voulez celui qui va occuper un poste dans 30 ans, 40 ans, on le prépare en ce moment. Absolument. Et au niveau des États-Unis, le système se perpétue parce qu'il y a un contrôle des appareils idéologiques. Mais jusqu'à présent, au Cameroun, c'est le contrôle des appareils répressifs. Et ça ne dure pas. C'est l'idéologie qui dure. C'est l'idéologie qui va plus loin. Voilà. Ce sont les idées qui vont plus loin. Lorsqu'il ne s'agit que des individus, ça ne peut pas durer. Et donc, je me dis, tôt ou tard, par la force des choses, les choses vont évoluer dans le sens de l'objectivité, dans le sens d'un bon management, qui s'impose aujourd'hui comme une fatalité. Ça, il faut le dire. Dans le sens de l'orthodoxie. La bonne gouvernance est une fatalité aujourd'hui pour les États. Aucun État ne peut se soustraire à cela. C'est une fatalité. Sinon, on va prendre du retard. Justement, que vous le vouliez ou pas. On a déjà pris. Voilà. Alors, professeur Edmond Billois, je rappelais que vous êtes membre du RDPC. Oui, militant du RDPC. Militant du RDPC. Alors, mais il y a quand même la part des politiques. Oui. Elle est très importante dans tous ces débats. Oui. D'une certaine manière. Oui. Est-ce qu'au niveau national, ce n'est pas la reproduction, l'extension de ce qui se passe à l'intérieur du RDPC? On a quand même souvent entendu beaucoup de récriminations. Oui, je ne suis pas sûr que le RDPC ait la même mise sur le fonctionnement du gouvernement. En principe, un parti politique devrait nourrir, c'est-à-dire, c'est une mauvaise traduction du terme anglais, feed, c'est-à-dire apporter des idées au pouvoir en place. Le RDPC apporte des idées au pouvoir en place, certes, mais le fonctionnement du gouvernement, me semble-t-il, échappe totalement au RDPC. Par le passé, le parti au pouvoir, à l'époque de l'UNC avait une part importante dans la marche des affaires de la République et dans la marche des affaires du gouvernement. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui. Je ne veux pas minimiser l'importance du RDPC. Certes, le secrétaire général du RDPC est très influent. Pour les grands postes de la République, il est toujours consulté. Mais pour la mise en place d'un programme de gouvernance, pour la gestion quotidienne du peuple et de l'État, le day-to-day running du Cameroun, je ne suis pas sûr que le RDPC soit extrêmement influent.
Parce que j'entends beaucoup de responsables du RDPC se plaindre. Moi-même, j'ai été vice-président de section. Je les entends se plaindre énormément de la façon dont les affaires sont gérées. Alors, personne ne veut que le RDPC se substitue au gouvernement. Non. Le RDPC, les dirigeants du RDPC n'ont pas été élus pour diriger le pays. Ils ont été élus pour diriger le RDPC. Mais le pouvoir en place devrait essayer d'écouter ce que lui dit la base. Ce que lui dit la base. Il semble qu'avant, le président du parti appelait constamment les présidents de section. Quand il était à Genève, j'ai un oncle qui était président de la section UNC à Bafia, Belinga. Et quand Aïdjo était à Genève, Aïdjo l'appelait, président, comment ça va là-bas à Bafia? Et ainsi de suite. Vous voyez, alors, vous n'avez pas ce contact aujourd'hui. En tout cas, je ne me souviens pas avoir entendu mon président de section me dire que le président, le chef de l'État l'a appelé, le président national du RDPC l'a appelé. Donc, il n'y a pas cette communication. Ce qui fait une coupure. Oui, il y a une coupure. Et qui ne fait pas remonter forcément les aspirations. Il y a une coupure. Les apparatchiks du régime vont me contredire certainement. Mais eux-mêmes, ils savent que ce que je dis est vrai. L'information ne monte pas toujours de la base au sommet. Parce que les cadres intermédiaires n'ont pas accès au sommet tout le temps. C'est quand le sommet veut bien les écouter qu'ils ont la possibilité d'être écoutés. Mais ils ne peuvent pas initier le contact. Et on ne connaît forcément pas les bonnes ressources sur le terrain. Pas forcément, oui. Pas forcément. Et sinon, le problème de casting dont nous avons parlé au début ne se poserait pas toujours. Le RDPC a des gens extrêmement compétents. Mais parce qu'ils ne répondent pas aux canaux mis en place par les autres, les apparatchiks de l'instant, ils sont mis à l'écart. Ils sont mis à l'écart. Vous voyez? J'ai un célèbre collègue, on lui a dit, mais écoute, avec ton bavardage là, tu vas finir comme Mononjana. Mais est-ce qu'on peut dire ça à un professeur d'université? Mononjana n'a pas mal fini. Il a pris sa retraite comme professeur titulaire. Ancien directeur des organes de presse et de propagande du parti. Et le parti devrait d'ailleurs avoir honte que ces apparatchiks disent que un professeur, Charlemagne Messanga, pour ne pas le nommer, finira comme Mononzana. Est-ce que c'est comme ça qu'un parti traite ses dignitaires? Dans tous les pays au monde, les intellectuels sont les dignitaires du parti. Vous allez aux États-Unis, le parti démocrate a ses grands intellectuels. Quand les démocrates arrivent au pouvoir, ils les appellent. Quelle que soit leur loge. Il y en a qui sont francs-maçons, il y en a qui sont rosicruciens, il y en a qui ne sont rien du tout. Qui n'appartiennent à aucune loge. Mais on les appelle à cause de leur intellect. Il est professeur d'histoire à Harvard, il est professeur d'économie en Pennsylvanie, professeur de business à Yale. Tout ça. Le parti doit vénérer ses intellectuels et leur donner le champ libre pour qu'ils puissent cogiter librement et proposer des idées qui vont déclencher, propulser le développement du Cameroun. Quand on effraie les jeunes enseignants en leur disant « Vous allez finir comme Mononzana », encore que Mononzana n'a pas mal fini, il est à la retraite professeur titulaire, il a une retraite, une pension de retraite, et il dispense des enseignements dans les universités. Mais les apparatchiks du RDPC qui le disent sont en train de dire aux jeunes enseignants, soit tu entres dans les loges maçonniques et tu obéis à la logique, magico-satanique, pour reprendre l'expression de Ateba Yene, ou la logique magico-anale. Soit tu fais ça et tu deviens quelque chose, ou alors tu restes là dans tes grandes idées et tu ne seras rien. Un pays ne peut pas se développer avec ce type de logique. Absolument. Alors, docteur Tedongmo, alors la question justement est celle de la part du politique. Est-ce qu'aujourd'hui, la part du politique, ce n'est pas la politique qui nous a, telle qu'elle est conçue, qui nous a véritablement englués dans cette incapacité chronique à pouvoir faire ressortir les vrais talents, les bons talents qui peuvent nous faire aller de l'avant aussi? Là, c'est une question très embarrassante. Parce qu'au Cameroun, finalement,
tout le monde est victime et personne n'est responsable de rien. Vous rencontrez des militants du RDPC qui vous disent non, c'est pas nous. Vous rencontrez des femmes francs-maçons qui vous disent non, c'est pas nous. Vous rencontrez des rosicruciens qui vous disent non, c'est pas nous. À qui donc la faute? Je pense que finalement, on est là dans un viol de l'imaginaire des populations camerounaises. On entretient des impostures, des illusions, et personne ne veut assumer sa responsabilité. Or, il est important que la responsabilité de chacun soit définie. On peut bien continuer à se réfugier dans des arguments selon lesquels il y aurait des groupes de pression qui auraient pris le Cameroun en otage. Mais que fait-on donc des dynamiques sociales? Que fait-on donc de la capacité des populations à apporter quelque chose? Encore que, si on prend par exemple le cas du RDPC, c'est la base qui donne les suffrages à ceux qui sont élus. Que font-ils lorsqu'il faut accorder ces suffrages? Se résignent-ils dans cette population, dans cette situation de victime, ou prennent-ils leurs responsabilités pour influencer les choses? On peut poser la même question pour tous ceux qui appartiennent à des structures plus ou moins proches de ce qu'on appelle le sérail. Encore que le sérail, finalement, on a l'impression au Cameroun que tout le monde est dans le sérail. Parce que même celui qui, de manière culturelle, n'est pas proche du sérail, attend tout de même un clin d'œil d'un membre du sérail. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est un système, comme je l'ai dit, de viol de l'imaginaire. Un système, si vous permettez l'expression, de zombification collective, où tout le monde a l'impression que je ne peux rien, je suis seulement. Et à la fin, on ne sait plus finalement qui fait quoi. On ne sait plus qui fait mal. Et on ne sait plus qui interpeller pour corriger les mauvaises actions. Donc je pense qu'il est important de sortir de cette logique de victimisation pour que les uns et les autres assument leurs responsabilités. Que ce soit au niveau des intellectuels, de qui on attend des propositions concrètes. Tout à fait. Que ce soit au niveau des différents partis, de qui on attend aussi des propositions d'alternatives. Que ce soit au niveau de la société civile, de qui on attend aussi des actions. Donc, il faut que chacun assume ses responsabilités. Une société dans laquelle personne n'est responsable ne peut pas évoluer. Et on ne peut pas continuer à fonctionner dans cette démarche d'irresponsabilité, cette démarche où on se dit, bon, c'est pas moi, c'est donc qui? On accuse l'autre. J'ai les mains propres, l'autre a les mains sales. Mais alors finalement, dans ce schéma, il n'y a quand même pas que parmi ces acteurs, il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas le pouvoir, la réalité du pouvoir. Ce sont les autres, ceux qui décident, qui ont finalement la réalité du pouvoir, qui ont les leviers en main pour faire bouger les choses. Puisque ceux qui sont en retrait, ceux qui se résignent se disent finalement, alors ce n'est pas à moi de prendre la décision. C'est à eux de prendre les décisions. Les décideurs prennent les décisions. Oui, je dis donc que c'est justement cette situation qui contribue aussi à entretenir ce que j'appelle la dynamique de l'inertie. Personne ne veut assumer ses responsabilités. Parce qu'en réalité, qui sont ceux qui détiennent les leviers du pouvoir? Quand on vous dit c'est elle, vous l'approchez et dit non, c'est pas moi. Finalement, on ne sait Mais il y a plus. des gens qui nomment quand même. Il y a des gens qui nomment, qui choisissent les acteurs, ceux qui occupent par exemple des fonctions dont nous parlons aujourd'hui. Ceux-là qui nomment sont les mêmes qui parlent toujours en disant sous haute instruction. Oui. Ceux-là qui nomment sont ceux qui vous disent qu'ils ont les mains liées. Donc, finalement, j'ai l'impression que on enferme les populations dans une illusion qu'on ne comprend pas. Et il faut dire que si changement il y aura, cela ne viendra pas de ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Parce qu'il est désormais important que chacun prenne ses responsabilités et les assume. Ok. Alors, professeur Edmond Billois, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Oui. Alors, quelques esquisses, quel Cameroun nous pourrons voir en ce qui concerne les responsabilités, comment il faut le dessiner, ce Cameroun-là. Est-ce qu'on peut espérer, à l'allure où nous allons, de voir plus de compétences aux affaires, aux responsabilités, pour espérer des résultats meilleurs encore? Oui, mais le Cameroun a d'immenses ressources, des ressources humaines, des ressources matérielles. Je connais un gars qui était conseiller à la Banque mondiale qui m'a dit: j'ai passé quelques années au Cameroun, je ne comprends pas pourquoi le Cameroun ne décolle pas. Il m'a dit: je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas. Donc nous avons d'immenses ressources humaines, matérielles, de ressources de tous ordres. Mais j'ai quand même espoir qu'on va se développer en critiquant comme on est en train de le faire là, pas en faisant la langue de bois.
En passant, je crois qu'il y a un auteur américain, un linguiste comme moi, quelqu'un qui a d'ailleurs été mon prof, Noam Chomsky, qui a écrit un livre de Manufacturing Consent. Oui. La manufacture du consentement. Oui, l'industrialisation du consentement. Oui. Alors, on a l'impression qu'ici, chez nous, le pouvoir est très fort dans l'industrialisation du consensus. On arrive à faire en sorte que tout le monde croit à la même chose. Dernièrement, le député de l'Océan, Martin Oyuno, a dit, mais écoutez, pour régler, en substance, il a dit, pour régler le problème anglophone, il faut lâcher du lest. Il faut donner des choses aux anglophones. Hein, il faut au moins leur donner une partie de ce qu'ils demandent. Mais ses collègues à l'Assemblée étaient surpris par ce type de discours. Tous les collègues à l'Assemblée ont dit, non, mais écoutez, le président a déjà tracé le chemin. Ce n'est pas ça qu'on attend de l'Assemblée. Que l'Assemblée suive religieusement ce que le président a dit. Nous sommes dans une démocratie. Si le président a dit quelque chose, ben écoutez, c'est mon président puisque je suis RDPciste. Mais on peut dire, mais monsieur le président, cette façon de voir les choses-là va nous conduire droit vers le mur. Donc nous devons éviter le retour à la pensée unique. Tout à fait. Nous devons faire un bon diagnostic et nous devons proposer des solutions. L'une des propositions qu'on a proposées, c'est qu'on nomme aux emplois civils et militaires les gens qui ont le profil d'abord technique. Et qu'on laisse aux hommes politiques les grands postes où ils peuvent arbitrer. Ils peuvent arbitrer. Hein? Donc, les emplois techniques où on veut des techniciens, de plus en plus les gouvernements du monde aujourd'hui, on veut les techniciens. On veut les techniciens. Les gens qui ont une certaine familiarité avec le domaine dont ils ont la gestion, dont ils ont en charge la gestion. C'est ça le problème. Il faut technicaliser la gestion du Cameroun et il faut diminuer l'influence des lobbies. Hein, des lobbies qui nous écartent de la technicité et de la scientificité du monde. Hein? Les lobbies qui font que, bon, pour que vous soyez nommé à un poste, il faut avoir un CV étoffé, mais il faut que vous ayez la carte d'une loge maçonnique. Non. On peut appartenir à une loge maçonnique et être très compétent. Il y en a qui sont très compétents. Mais il ne doit pas empêcher à ceux qui n'appartiennent pas à leur loge et qui sont compétents d'aider à la gestion du pays. D'autre part, il faut un minimum d'équité. Il faut un minimum d'équité. La plupart des Camerounais aujourd'hui ont l'impression que le pouvoir, c'est pour une minorité de gens. Et que les règles qui sont mises en place favorisent plutôt les apparatchiks du pouvoir. Je vous ai parlé de ce remplacement numérique qui marche pour le pays organisateur, mais qui ne marche pas pour les petits départements comme le Mbamekim. Le Mbamekim est plus peuplé que certains départements qui ont 2 ministres, 5 DG, un minimum d'équité. Il faut un minimum d'équité. Et ce n'est pas parce que le Mbamekim n'a pas les compétences. Je m'excuse de tirer la couverture de mon côté, mais c'est un exemple. Vous voyez, une théorisation sans exemplification ne mène à rien. Donc il faut donner des exemples concrets. Le pouvoir doit être équitable pour que tout le monde se sente impliqué dans la gestion. Le pouvoir doit être juste. Deuxièmement, le pouvoir doit communiquer sur les méthodes de gouvernance. Ok, merci professeur Villois. Alors, comment voyez-vous alors le Cameroun? Quelles esquisses au moment où nous terminons cette émission en ce qui concerne justement ses responsabilités, nominations, choix des personnes à la direction de notre pays? Oui, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit tout au long de cet entretien, sortir du débat sur les personnes pour aller vers le débat sur les idées. Aller au-delà des personnes pour atteindre la nation. Et là, il est important, par exemple, de revoir ce qu'on appelle la politique de l'équilibre régional, qui ne devrait pas consister à nommer des individus, mais à procéder à un équilibrage des ressources et des infrastructures. C'est-à-dire, par exemple, si le Cameroun se dit en 2017, je construis 50 hôpitaux, qu'on regarde quelles sont les régions qui ont le plus besoin des hôpitaux et qu'on en construise là-bas, quelles sont les régions qui ont le plus besoin des écoles et qu'on en construise là-bas.
À un moment donné, donc, on ne pourra plus favoriser une région parce qu'elle n'a pas d'école en termes de nomination. Oui. On ne pourra plus favoriser certains individus très incompétents parce qu'ils sont originaires de régions où il n'y a pas de personnes compétentes. Donc je pense que c'est toute une politique qu'il faut revoir et se dire la patrie d'abord. Et c'est ça le plus important. Il faut aller au-delà des caprices individuels, au-delà des individualités pour poser le problème du pays en tant que nation et du pays en tant que patrie. Merci, monsieur professeur Edmond Billois, d'avoir C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous nous avez éclairé sur ces débats qui portaient justement sur les profils et puis l'accès aux hautes fonctions dans notre pays. Merci aussi, docteur Henri Teko Tedommo, de nous avoir prêté de votre intelligence pour mieux comprendre ce débat ce soir. Merci aussi à vous à la maison, madame, monsieur, de nous avoir suivis pendant 90 minutes. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. En attendant, restez avec nous sur Equinox Télévision. À très bientôt.